Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 août 2025 et notre ami Alex Kreiner est de retour parmi nous. Bienvenue, Alex. Merci, Nima. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alex, laissez-moi commencer par cette question. En regardant l'Europe aujourd'hui, quelle vous semble être la plus grande menace pour l'avenir de l'Europe et ce qui se passe en ce moment? Eh bien, je pense que la plus grande menace est la domination des oligarchies de prêteurs d'argent qui contrôlent encore la classe politique dans la plupart des pays européens. Il me semble que cela est assez évident, tant par les précédents historiques que par leurs objectifs politiques déclarés. Ils vont forcer l'Europe à une guerre totale contre la Russie. Les préparatifs de cette guerre vont inclure un nouveau cycle d'appauvrissement économique de la population, de militarisation et de nazification. Si je parle d'appauvrissement économique de la population, c'est parce qu'en général, les gens ne sont pas très enclins à la confrontation et à la guerre lorsqu'ils sont prospères et que la situation est bonne dans leur société. Ils deviennent agités lorsque tout va mal partout. Et ce que l'on obtient alors, c'est un chômage très élevé. En particulier un chômage des jeunes extrêmement important. Des centaines de milliers, voire des millions de jeunes hommes, sans rien à faire, sans avenir, sans espoir d'acheter leur propre maison, d'avoir un emploi valorisant, de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants, et ainsi de suite. Voilà votre bois sec, voilà votre chair à canon pour la guerre. Et il en faut des millions. Je pense donc que la dévastation économique de l'Europe va se poursuivre délibérément. La classe dirigeante va continuer à agiter la peur contre la Russie et à s'assurer que cette guerre en Ukraine ne s'éteigne pas, qu'elle continue, et qu'en 2028, 2029, 2030, les nations européennes puissent rejoindre le combat directement et non plus seulement par procuration, car d'ici là, nous aurons épuisé le dernier Ukrainien et alors la guerre prendra fin. Mais il semble maintenant que la guerre pourrait prendre fin bien avant 2028, ce qui pose donc un énorme problème. Je pense qu'ils accélèrent désormais les préparatifs pour une autre guerre, et cette nouvelle guerre pourrait se concentrer sur les Balkans. Je crois que deux axes d'attaque sont en train d'être développés, d'après ce que je peux voir. L'un d'eux se situe en Bosnie, une confrontation avec la Serbie. L'autre pourrait être une confrontation entre la Grèce et la Turquie, dans laquelle, vous savez, Israël pourrait jouer un rôle d'adversaire face à la Turquie, car comme c'est le cas en Syrie, la Turquie et Israël semblent engagés sur une trajectoire de collision irréversible, l'un contre l'autre. Et donc, en ce moment, il semble que la Grèce soit en train de s'armer jusqu'aux dents en vue d'une future confrontation avec la Turquie. Nous avons vu en Europe que Donald Trump a dû pousser très très fort pour que les pays européens augmentent leurs dépenses de défense militaire. Et ils ont traîné des pieds pour atteindre 2%. Et maintenant, ils prévoient d'atteindre 5% à un moment donné dans le futur. Mais c'est un objectif presque impossible à atteindre. La Grèce est déjà à 3,8% de son PIB en dépenses militaires, et cela se fait avec l'aide de l'OTAN, du Royaume-Uni et d'Israël. Et cela se fait pratiquement ouvertement comme une préparation à une confrontation avec la Turquie. Et puis la Turquie a, je ne sais pas à quel point c'est formel, mais elle a une sorte de pacte de défense avec l'Albanie. Elle dispose également d'accords de coopération militaire avec la République de Macédoine du Nord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il semble que tous ces pays aient des accords de coopération militaire avec la Grande-Bretagne. Ensuite, récemment, cette année à un moment donné, la Croatie a conclu une alliance militaire avec l'Albanie
qui est ensuite lié à une forme d'alliance militaire avec la Turquie et avec la Bulgarie. La Croatie est désormais en alliance militaire avec l'Albanie et la Bulgarie. Puis, en février de cette année, la Grande-Bretagne a également signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ce qui pourrait déclencher la confrontation avec la Serbie, car en Bosnie-Herzégovine, il y a 3 nationalités constitutives. Vous avez les Serbes, qui sont des chrétiens orthodoxes, les Croates, qui sont catholiques, et les musulmans, qui ont été de plus en plus radicalisés. Les musulmans de l'ex-Yougoslavie étaient une minorité, mais ils étaient pratiquement invisibles. Ils ressemblaient à vous et moi, et à moins de poser la question, on ne savait pas qu'ils étaient musulmans, hommes et femmes. Aujourd'hui, le courant wahhabite a pris le dessus en Bosnie-Herzégovine, et ces groupes wahhabites commencent à être utilisés pour organiser des provocations. Des ONG financées par l'étranger et des sociétés privées sont utilisées pour financer ces groupes qui organisent des provocations. Nous nous retrouvons donc dans une situation très étrange où il y a environ 2 ou 3 semaines, il y a eu une escalade des manifestations antigouvernementales à Belgrade. Et les agences de renseignement serbes ont déterminé que ces manifestations étaient financées depuis la Croatie, ce qui n'a absolument aucun sens. La Croatie, en tant que gouvernement, en tant que peuple et en tant qu'État, n'a aucune raison d'aller saper la Serbie. Ce serait comme mettre le feu à son propre quartier. Ensuite, il y a eu plusieurs provocations organisées entre musulmans et croates, où des femmes en burqa sont venues dans un village 100% croate pour prier dans un lieu public. Quelqu'un filmait, puis un habitant est venu et a dit « Hey, qu'est-ce que vous faites ici? Foutez le camp d'ici !» Cette vidéo a ensuite circulé, et un groupe wahhabite a prévu d'amener 1000 musulmans pour prier dans ce village entièrement croate. Et puis, les agences de renseignement croates ont déterminé que cela était financé depuis la Serbie, ce qui n'a absolument aucun sens non plus. Vous savez, le gouvernement serbe, l'État serbe, n'a aucune raison de provoquer les Croates de cette manière. Donc, quelqu'un d'autre s'en charge. Et puis, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Géorgie, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement géorgien a déclaré « D'accord, si vous avez une ONG, si vous avez une sorte d'organisation privée quasi indépendante qui reçoit plus de 25% de son financement de l'étranger, vous devez déclarer les sources de ce financement. » Et là, les gouvernements occidentaux se sont emportés. Comment osent-ils? C'est contraire à la démocratie, et blablabla. Bla bla. Mais on peut maintenant en comprendre les raisons. Car si vous avez des ONG croates qui financent des provocations contre la Serbie, puis des ONG serbes qui financent des provocations contre la Croatie et contre les Croates en Bosnie, il serait alors utile de savoir d'où ces ONG tirent leur financement. D'où vient finalement l'argent? Eh bien, vous savez, ils n'ont pas à le déclarer. En Géorgie, ils doivent le déclarer maintenant, mais ici, ils n'ont pas à le faire. Donc tout ce que vous voyez, ce sont des Croates qui provoquent des Serbes qui provoquent des Croates, et la situation est attisée en vue d'un futur conflit. Et puis je suppose que des choses similaires se produiront en Turquie, au Liban, à Chypre, entre les Chypriotes grecs et les Turcs. Ensuite, le deuxième front de la guerre de l'Occident contre la Russie s'ouvrira dans les Balkans, comme l'a déclaré le groupe de réflexion RUSI, qui estimait cela inévitable. RUSI signifie Royal United Services Institute. Information Services Institute. Non, Royal United Services Institute, RUSI. Non, le Royal United Services Institute, RUSI, est l'un des principaux think tanks basés à Londres. Et ils ont déclaré que l'ouverture d'un second front dans la guerre contre la Russie allait inévitablement se produire dans les Balkans. Nous voyons donc cela maintenant. Bref, c'est une longue réponse à votre question sur ce qui se passe en Europe et ce qui m'inquiète le plus. C'est cela qui m'inquiète le plus, car
Si rien n'est fait, cela pourrait facilement dégénérer en Troisième Guerre mondiale et en une confrontation collective entre les puissances occidentales et la Russie. Et pour l'instant, les puissances occidentales excluent les États-Unis, car Donald Trump a dit « Merci beaucoup, je ne fais plus ça. Si vous voulez faire la guerre, ce sera sans les États-Unis. » Vous savez, qui sait ce qui se passera dans 3 ans et demi? Vous savez, peut-être qu'on aura un nouveau Biden, Obama, Jake Sullivan ou Anthony Blinken à la Maison-Blanche, et alors les États-Unis pourraient aussi rejoindre la guerre. Ce qui explique pourquoi les Européens ne se laissent pas décourager. Ils pensent, on se débarrassera de Trump d'une manière ou d'une autre, mais il faut quand même pousser ces guerres, vous voyez? Et puis, d'une façon ou d'une autre, on arrivera à embarquer les Américains comme on l'a fait pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et on y arrivera cette fois aussi. Malgré le fait qu'ils n'ont aucune chance dans une confrontation contre la Russie, ils le font quand même, parce qu'ils pensent que d'une manière ou d'une autre, on va réussir à manœuvrer et à impliquer à nouveau les Américains. Et puis, nous pourrons avoir une splendide nouvelle Troisième Guerre mondiale. Et espérons-le, à la fin, nous allons émerger en tant que vainqueurs, en tant qu'artisans de la paix. Nous allons accorder des crédits pour la reconstruction et le développement. Nous allons écrire l'histoire, et l'histoire dira que c'était une période sombre de confrontation entre les méchants Russes et Vladimir Poutine, qui est le nouveau Hitler, et les démocraties libérales européennes, qui sont les phares de la liberté, des droits de l'homme et de toutes ces choses merveilleuses. Et donc tout cela est en train d'être planifié. Mais en attendant, il y a un risque que, premièrement, les économies européennes soient dévastées, et c'est déjà en cours, et deuxièmement, que de nouveau, des dizaines de millions de personnes meurent. Alex Medvedev a déclaré que la Russie prendrait des mesures de rétorsion si l'Autriche rejoignait l'OTAN. Vous savez, quand on regarde l'Europe aujourd'hui, même pendant la guerre froide, on n'a pas vu autant de changements que ce qui se passe actuellement avec le cas de l'Ukraine. En ce qui concerne l'Autriche, je pense que ce serait la dernière évolution malheureuse qui pourrait survenir en Europe. Mais nous avons vu la Suède, la Finlande, la Suisse perdre leur position de terrain d'entente, d'espace pour dialoguer, pour négocier. Et maintenant, l'Autriche. Quelle est la différence avec la guerre froide? Nous avons vu la Finlande survivre à la guerre froide et maintenant rejoindre l'OTAN en pleine guerre en Ukraine. Quelle est cette guerre? Cela semble être quelque chose de bien plus vaste que ce dont nous parlons. C'est un problème incroyablement important dans l'esprit de ceux qui décident de tout aux États-Unis, je dirais, dans l'establishment américain et en Europe. Voyons-nous vraiment la situation dans son ensemble, ce qui se passe là-bas? Eh bien, je pense que nous devrions, Nima. D'accord. Donc tout d'abord, je vais répéter à nouveau le grand contexte. Il s'agit du conflit entre deux systèmes de gouvernance, ce qui explique beaucoup de choses. Et cela explique même la différence entre, vous savez, la guerre froide entre l'Occident capitaliste, et le bloc communiste dirigé par l'Union soviétique, et le conflit actuel entre l'Occident et la Russie, qui n'est plus ni communiste, ni une dictature à parti unique. La différence, c'est que pendant la guerre froide, l'Union soviétique, c'est mon impression très forte, l'Union soviétique était en fait une opposition contrôlée. Donc ils ont mis le monde dans cet état polarisé afin de pouvoir, si vous avez un ennemi vraiment crédible et dangereux, cela donne une certaine cohésion aux sociétés. Cela facilite le contrôle des populations par les élites dirigeantes, car il existe un ennemi extérieur. Mais au plus haut niveau de la hiérarchie politique, ces deux ennemis travaillaient en réalité de concert. Ainsi, le sommet de l'establishment soviétique
et le sommet de l'établissement occidental n'étaient pas vraiment ennemis, ils coopéraient. Et ils coopéraient, disons, sur les questions les plus importantes, dans les politiques les plus prioritaires. Mais ils laissaient les échelons inférieurs s'affronter sur une base idéologique, communiste contre capitaliste. Et cela donnait l'impression que l'hostilité était réelle. Cela permettait aux deux camps d'injecter d'énormes quantités de capitaux dans le complexe militaro-industriel, et encore une fois, de maintenir une certaine cohésion au sein de leurs sociétés respectives. Tout cela s'est effondré en 1991. Et la Russie d'aujourd'hui n'est pas une opposition contrôlée, c'est une véritable opposition. C'est pourquoi, vous savez, alors qu'à l'époque de la guerre froide, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et ainsi de suite, toutes ces puissances occidentales pouvaient dialoguer avec les soviétiques, organiser des sommets et des réunions, signer des traités de désarmement nucléaire, des traités sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et toutes sortes d'accords, et que les soviétiques pouvaient commercer en euro-dollars. Tout leur commerce extérieur se faisait essentiellement en euro-dollars, qui était principalement à Londres. Donc il n'y avait aucun problème pour les soviétiques à garder des centaines de milliards de dollars à Londres. Alors qu'aujourd'hui, c'est réellement un problème, parce que la Russie, avec la Chine, oriente désormais le développement économique, politique, culturel, financier et monétaire mondial dans une direction différente du paradigme occidental. Ils essaient de créer un paradigme totalement nouveau. Et donc, maintenant, les puissances occidentales sont un peu paniquées, surtout depuis l'arrivée de Trump, car Trump s'allie désormais aussi avec les Russes et les Chinois, même s'il le fait de manière discrète. Beaucoup de gens sont donc confus quant à ce que Trump est en train de faire, mais je pense qu'il le fait vraiment. Et maintenant, il panique. Par conséquent, il y a beaucoup de ces pays qui étaient auparavant neutres et dont la neutralité n'avait pas d'importance. Mais maintenant, tout le monde doit se mobiliser. La Finlande, devinez quoi? Vous ne pouvez plus être neutre. Vous devez nous rejoindre. Vous êtes avec nous ou contre nous? La Suisse, pareil. L'Autriche, pareil. Vous êtes avec nous ou contre nous? C'est un moment où tout le monde doit se mobiliser. Je pense que, heureusement, tous ces gouvernements qui déclarent maintenant leur allégeance au système de gouvernance occidentale, à ce système néocolonialiste, et qui sont prêts à affronter militairement la Russie si nécessaire, ont très peu de soutien au sein de leur population. Donc je ne vois pas cela aller très loin, surtout si les États-Unis persistent dans leur changement de cap politique. Donc si la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et tous ces petits pays insignifiants restent seuls, et que le papa les abandonne, le papa étant les États-Unis, alors je pense qu'ils finiront par être évincés du pouvoir. On va assister à une désintégration de l'Union européenne, à une désintégration de l'OTAN. Et je pense que les gouvernements, individuellement, un par un, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, en France, etc., vont tracer une nouvelle voie. Et je pense qu'inévitablement, ils devront envisager de rejoindre le mouvement des BRICS. Ils devront adopter les intégrations multipolaires. Ils devront abandonner cette idée unipolaire de nous contre tous les autres. Et alors nous assisterons à une transformation complète de l'ordre mondial. Alex, je ne sais pas si tu as vu l'article dans Politico. Il parle de 5 guerres qui pourraient éclater dans les 5 prochaines années. La première, c'est la Russie contre l'OTAN dans les pays baltes. Ensuite, on voit Pakistan-Inde, Taïwan-Chine, Chine-Inde. Ce que je ne retrouve pas dans ces 5 guerres qu'il nous présente, même s'il parle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, c'est qu'il n'y a rien sur l'Iran et Israël dans cet article. D'un autre côté, nous avons vu le gouvernement britannique
cherchaient à conclure, ou ils essaient de signer, je ne sais pas s'ils ont déjà signé ou s'ils sont en train de le faire, un accord de partenariat stratégique avec l'Arménie. Vous savez, il me semble que la guerre entre l'Iran et Israël, dans l'esprit de ceux qui pensaient pouvoir renverser le gouvernement iranien, a changé de perspective. D'une certaine manière, ils ont perdu espoir en Israël et en l'idée qu'Israël pourrait agir en Iran. Et maintenant, les proxys se rapprochent de la partie nord de l'Iran, de la partie sud de la Russie. L'Arménie. Pourquoi l'Arménie aurait-elle besoin d'un partenariat stratégique avec le gouvernement britannique? C'est une excellente question, Nima. Je ne suis pas sûr de connaître la réponse, mais j'ai moi-même été stupéfait en février de cette année, lorsque j'ai vu que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine avait signé un accord de coopération militaire avec la Grande-Bretagne, car cela n'a absolument aucun sens. La Bosnie-Herzégovine est un pays presque enclavé dans les Balkans. La Grande-Bretagne est une île dans l'Atlantique. La Grande-Bretagne a une armée minuscule. Ils ont, disons, une industrie militaire respectable, mais sans grande capacité à livrer des armes en grande quantité. Et sans la capacité, on peut livrer quelques armes, mais s'il y a une guerre, ces armes sont utilisées très rapidement. Il faudrait donc une chaîne logistique ininterrompue pour continuer. Car vous savez, ce n'est pas comme si on se contentait de donner des armes aux gens. Il faut former les gens à l'utilisation de ces armes. Il faut les former à l'entretien et à la réparation de ces systèmes d'armes. Il faut donc mettre en place tout un dispositif qui ne peut pas simplement être bloqué parce que, oh, les fournitures sont épuisées. Et maintenant, que fait-on? Il faut inventer une nouvelle solution. Pour que cette coopération militaire ait un sens, il faudrait disposer de chaînes logistiques relativement robustes entre l'industrie militaire britannique et la Bosnie-Herzégovine, ce qui est pratiquement impossible. Je me suis donc demandé, mais enfin, de quoi s'agit-il? Pourquoi? Pourquoi le gouvernement de Bosnie-Herzégovine aurait-il besoin d'un accord de coopération militaire avec la Grande-Bretagne? J'ai alors pris quelques minutes pour vérifier, car je savais que la Grande-Bretagne avait des accords de coopération militaire en dehors du cadre de l'OTAN avec des pays comme la France, la Pologne et la Suède. Et puis, j'ai fait une recherche rapide sur Internet pour voir quels autres pays avaient des accords similaires. Et j'en ai trouvé une vingtaine. Vous savez, on commence par la Grande-Bretagne signe un accord de coopération militaire avec... Et ensuite, il y a le Danemark, la Hollande, la Suède, la Norvège, la Pologne, la Moldavie, l'Albanie, la Bosnie, la France, la Grèce, c'est un peu partout. Et récemment, pour la première fois, je pense, ou du moins depuis très très longtemps, la Grande-Bretagne a signé un accord similaire avec le Kazakhstan, puis ils ont envoyé un attaché militaire au Kazakhstan, alors qu'ils n'avaient jamais eu ce genre de relation auparavant. Mais encore une fois, le Kazakhstan se trouve au milieu du continent eurasiatique, complètement enclavé, tandis que la Grande-Bretagne est cette petite armée insignifiante dans l'océan Atlantique. Donc il me semble que le but de tous ces arrangements est justement de semer la discorde, de provoquer des confrontations, de déclencher des affrontements militaires et de déstabiliser les pays ciblés. Et vous savez, c'est en fait l'essence même de la géopolitique britannique depuis le début des années 1800. Au XIXe siècle, les Britanniques ont signé de nombreux traités secrets avec d'autres pays. Ils signaient un traité secret avec un pays, comme la Turquie ottomane, puis ils en signaient un autre avec leurs adversaires, encourageant les deux à se faire la guerre et soutenant ensuite les deux camps l'un contre l'autre. Ils faisaient cela de façon routinière. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a en fait gagné le surnom d'Albion perfide, car elle agissait ainsi systématiquement. Il faisait des avances amicales à un pays, puis le montait contre un autre.
and then pit them against the other. And then when the first country became victorious, Et puis, lorsque le premier pays devenait victorieux et plus puissant, il commençait à faire des avances amicales à la puissance vaincue et à l'encourager également. L'idée était de maintenir tout le monde faible, désuni et facilement manipulable et contrôlable. Il me semble donc que le même schéma est utilisé aujourd'hui. Puisque la Grande-Bretagne ne dispose plus d'une armée capable de projeter une véritable puissance, elle utilise ce type de stratégie et les met en œuvre par le biais des services de renseignement, du soft power et des organisations non gouvernementales, qui sont partout avec des centaines d'entre elles pratiquement dans chaque pays. Ils ont ces sous-traitants privés qui sont presque toujours financés par le Foreign Office britannique ou le MI6 ou certaines de leurs entités privées offshore. Mais vous savez, si l'on pouvait remonter la trace de l'argent jusqu'au bout, on arriverait probablement toujours au Foreign Office britannique et à des organisations comme le MI6. Nous avons déjà vu cela se produire en Syrie, au Liban, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Somalie et au Myanmar. Tous ces endroits ont en commun d'avoir fini par connaître des changements de régime, des coups d'État, des guerres civiles ou des guerres ouvertes, comme entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, ou entre la Syrie et ses forces terroristes par procuration qui sont aussi, en fin de compte, soutenues par les Britanniques, comme le HTS. Donc, je pense que c'est leur dernier barreau d'honneur, leur tentative de conserver l'hégémonie sur la masse continentale eurasienne. Ils n'ont pas la capacité militaire pour le faire. Les États-Unis ne sont plus impliqués. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est poursuivre ces attaques incendiaires contre la paix. Et je pense que les 5 points mentionnés par Politico semblent être les plus probables, mais je crois qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous savez, il y a toujours l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Grèce, la Turquie. Il ne manque pas de points chauds de crise qui pourraient émerger. Ainsi, à moins que les puissances opposées, comme la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Iran et d'autres ne trouvent la force et la sagesse de résister à cela, nous pourrions assister à de nouvelles escalades dans certains de ces points chauds. Et ce que je crains, c'est que cela puisse impliquer la Grèce, la Turquie et les Balkans. Alex, il semble que cela fasse partie d'un processus de simple tâtonnement de la part des Britanniques ou de l'establishment occidental, car on voit comment ils procèdent. On observe la guerre en Ukraine et ce qui se passe au Moyen-Orient. Ils essayent de lancer des révolutions de couleur. Tous ces mouvements. Regardez ce qui s'est passé en Russie et la révolution de couleur en Iran. Et dans le cas de la Chine, ils ont tenté quelque chose avec les Ouïghours. Mais il semble qu'ils soient à court d'options. C'est pourquoi ils essaient, au lieu d'agir directement, ils s'en prennent à d'autres. On voit ce qui se passe au Bangladesh et dans ces États enclavés. Et ils essayent de faire quelque chose en Arménie, comme tu l'as mentionné, en Europe. Tu sais, ces États sont en quelque sorte, ils se sentent, ou l'Occident les considère comme insignifiants. Mais ils peuvent être utilisés contre d'autres puissances. Cela me semble être la dernière étape de leur agenda, car qu'peuvent-ils faire d'autre? Oui, je suis d'accord avec ça, Nima. Je pense que c'est de la panique parce que tu sais, par exemple, j'étais très perplexe face à la récente reprise des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis tu sais, à un moment donné, l'Azerbaïdjan a vraiment cherché à antagoniser à la fois l'Iran et la Russie en même temps. Et cela semblait très très dangereux. Mais je me suis dit que si c'était une bonne carte à jouer, ils l'auraient joué bien plus tôt. Au lieu de cela, ils ont joué la carte de l'Ukraine, qui se trouve dans la même région générale. Mais pour une raison quelconque, dès 1991, ils ont commencé à préparer le terrain pour affronter la Russie via l'Ukraine. Et ils ont commencé à armer l'Ukraine et à renforcer les forces
pour cette guerre. Il est donc évident qu'ils ont estimé que c'était une carte forte à jouer. Et puis, vous savez, l'Azerbaïdjan, même si l'Azerbaïdjan est très clairement dans l'orbite du Mossad, du MI6, des compagnies pétrolières occidentales, et tout cela, n'a joué cette carte que cette année, après qu'il soit devenu évident sans aucun doute que le projet ukrainien était en train d'échouer. Donc, malgré le fait que cela semblait être un développement très dangereux, j'ai pensé que c'était probablement une carte très très faible à jouer. Et en fait, il n'en est pas vraiment sorti grand-chose. Et je soupçonne que, vous savez, le fait que Trump ait instauré la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puis obtenu la concession sur le corridor de Zangezur. J'ai pensé, vous savez, qu'à première vue, cela semblait mettre des bâtons dans les roues de l'Iran et de la Russie. D'accord, ça lui donne un certain levier de négociation, même si ce n'est qu'un bout de papier, n'est-ce pas? Il faudrait en réalité déployer des troupes et des armes et le défendre. Et si vous n'avez pas la supériorité dans l'escalade en Ukraine, quelle supériorité dans l'escalade pouvez-vous espérer avoir dans l'étau entre la Russie et l'Iran? Disons que cela lui donne un certain levier, un certain pouvoir de négociation, mais cela risque complètement de saper le projet britanno-turc de la Grande Touranie. Et juste pour vos téléspectateurs, pour rappel, la Grande Touranie est essentiellement le projet d'unir, d'une manière ou d'une autre, économiquement et politiquement, tous les peuples turciques, de la Turquie jusqu'à la Chine. C'est une immense région qui s'étend au centre du continent eurasiatique et qui inclut la plupart des pays en stan. J'ai fait une erreur la dernière fois, j'ai dit que l'Ouzbékistan en faisait partie. Je pense que l'un de ces stans n'est pas un pays turcique, mais la plupart le sont. Vous savez, il y a la Turquie, puis l'Azerbaïdjan, et à partir de là, oui, l'Ouzbékistan, je crois, fait partie des peuples turciques. Et le Tadjikistan, peut-être pas. Oui, peut-être, oui. Le Tadjikistan n'est pas un pays turcophone. D'accord, oui, le Tadjikistan. Mais il y a aussi l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, ça va jusqu'à la Chine. Et donc les Britanniques, qui essayaient de rallier la Turquie à la fois au projet Syrie et au projet Ukraine, promettaient à Erdogan, en Turquie, qu'il le soutiendrait dans la réalisation de ce projet de Grande Touranie, qu'il deviendrait le grand leader et l'unificateur des peuples turciques, etc. Et donc, je suppose que cela a pu l'attirer. Erdogan était proche du chef du MI6, Sir Richard Moore, qui avait été ambassadeur en Turquie et parle couramment le turc. Leur objectif était donc d'amener la Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN et possède la deuxième plus grande force militaire de l'OTAN, à rejoindre la coalition contre la Russie et évidemment à les aider à renverser Bachar al-Assad en Syrie. Et puis le donnant-donnant était « et nous vous soutiendrons avec le projet de la Grande Turania ». Je ne comprends pas pourquoi Erdogan a même envisagé cela. C'est comme s'il n'avait jamais lu l'histoire. Les Britanniques font ça tout le temps. Ils font des promesses qu'ils n'ont absolument aucune intention de tenir. Tout ce que vous risquez, c'est de détruire votre pays. Et je pense qu'Erdogan est désormais en bonne voie de faire exactement cela. Et si vous remarquez, la Turquie a en quelque sorte disparu de tous les développements de politique étrangère, parce que il y a cette confrontation entre deux systèmes de gouvernance, disons, entre les mondialistes et le reste du monde. Et vous voyez que les Iraniens font la navette entre la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens discutent avec les Russes. Tout le monde est impliqué. Erdogan est pratiquement complètement hors du jeu. Et maintenant, il est jusqu'au cou dans le bourbier qu'ils ont créé en Syrie. Il est en train d'entrer en collision avec Israël.
Et ils sont maintenant très inquiets de la guerre imminente avec la Grèce. Une partie de cette tension se concentre désormais à Chypre, car de nombreux Israéliens viennent s'y installer, achetant des propriétés des deux côtés, côté grec et côté turc, et évoquent Chypre comme faisant partie d'Eretz Israël. Ce n'est pas nouveau. On a toujours plus ou moins considéré que cela pourrait un jour faire partie d'Israël. Et ils envisagent d'expulser les Turcs de Chypre. Les Turcs doivent donc renforcer leur présence militaire sur l'île, qui compte actuellement environ 40 000 soldats, et ils prévoient d'augmenter ce nombre à plus de 100 000. Le conflit immédiat sera évidemment contre la partie chypriote grecque. Et désormais, des voix de plus en plus fortes s'élèvent en Turquie pour dire « Hey, il faut qu'on nettoie ça ». Increasingly louder in Turkey saying, hey, we should clear that. We should take the whole of Cyprus. Nous devrions prendre l'ensemble de Chypre. Et donc je pense que vous savez, tout cela pourrait exploser à tout moment. Mais vous savez, la situation est tellement complexe. C'est un véritable nœud gordien. Parce que les États-Unis sont désormais pratiquement en termes hostiles avec la Turquie, mais ils sont alliés au sein de l'OTAN. En même temps, les États-Unis sont alliés avec les Kurdes. Ils ont toujours leur armée syrienne libre, qui contrôle encore aujourd'hui une petite partie de la Syrie. Les États-Unis sont alliés avec Israël. Israël est en route vers une confrontation avec la Turquie. Les Britanniques sont de mèche avec la Turquie en Syrie, mais ils sont aussi de mèche avec la Grèce contre la Turquie. Et il me semble que c'est un chaos total. Si quelque chose éclate là-bas, je doute fort que même les Britanniques, qui attisent les tensions dans tous ces endroits, puissent prévoir quelles en seraient les répercussions et les conséquences. Je pense qu'au fond, tout repose sur l'espoir improbable que s'ils mettent le feu partout, ils vont d'une manière ou d'une autre réussir à s'en sortir, puis à l'avenir, s'imposer à nouveau comme les artisans de la paix et ceux qui écrivent l'histoire du côté des vainqueurs. Oh, nous n'avions absolument rien à voir avec tout ça. Nous sommes simplement venus rétablir la paix et la stabilité, financer la reconstruction et le développement, et aider tout le monde. Vous savez, à instaurer un nouvel ordre mondial post-Troisième Guerre mondiale qu'ils espèrent pouvoir dominer à nouveau. Sauf que cette fois, contrairement à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, les Russes, les Chinois et l'administration Trump ont compris la stratégie britannique. Et je pense que cela ne se passera pas aussi facilement cette fois-ci. Je pense, Alex, que le but final est le chaos. Parce que la seule façon de distraire la Chine, la Russie et l'Iran de ce qu'ils font, et l'Inde aussi, je dirais, vous savez, 50% de la population en Inde, la seule chose qui pourrait les détourner de leurs actions, ce serait le chaos. Qu'ont-ils d'autre? Yes, exactly, Nima. They have nothing else. Oui, exactement, Nima. Ils n'ont rien d'autre. Ils peuvent semer le chaos et espérer en sortir vainqueurs. Quand tous les autres se seront mutuellement détruits, alors si vous êtes resté en dehors des guerres, vous pourrez vous préserver et émerger comme l'un des acteurs forts dans l'après-coup. Et, vous savez, l'établissement de la politique étrangère britannique. Et cela n'a rien à voir avec le peuple britannique. C'est le même établissement de politique étrangère enracinés dans l'oligarchie financière de la City de Londres. Ils font ça depuis plus de 200 ans maintenant, et ils se sont déjà attirés beaucoup d'ennuis. Ils ont déjà détruit leur réputation. Ils ont déjà été démasqués à plusieurs reprises dans le passé, comme les instigateurs mondiaux du chaos et des guerres, aux yeux de tous. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours réussi à s'imposer à nouveau comme les phares de la civilisation, de la démocratie, des droits de l'homme
et comme les artisans de la paix. Je pense donc qu'ils adoptent toujours cette attitude du « gardez vos calmes et continuez ». Peu importe à quel point la situation est sombre, ils poursuivent leurs attaques incendiaires. Ils continuent de saper la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité de tous, parce qu'ils croient qu'au final, d'une manière ou d'une autre, ils sortiront victorieux, peu importe à quel point les choses ont été horribles. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique au final? Au final, cela signifie que l'autre camp, l'autre système de gouvernance, c'est-à-dire tout le reste, y compris les populations des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, etc., les gens ordinaires partout, ils doivent complètement priver ces personnes de leurs droits, les exclure totalement, ce qui signifie que nous avons besoin d'une refonte totale du système monétaire. Nous avons besoin de systèmes entièrement nouveaux pour le commerce, le règlement des échanges, les monnaies de réserve et l'architecture de sécurité mondiale. Et je pense que, même si la situation paraît sombre en ce moment, il est très clair qu'une alliance émergente se forme désormais entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Je sais qu'il est désormais à la mode de détester Donald Trump, mais faites très attention à ce que fait son gouvernement. Et rien que ces derniers jours, vous savez, Tulsi Gabbard a exclu 4 des 5 membres du réseau de renseignement Five Eyes du partage d'informations concernant les négociations entre les États-Unis et la Russie. Donc, il n'y a plus de partage de renseignements avec la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande sur ce sujet très important et très délicat. Ils ont écarté des personnes comme Anthony Blinken. Apparemment, il n'est désormais plus autorisé à entrer dans aucun bâtiment gouvernemental. Donc, non seulement il a perdu ses habilitations de sécurité, mais il n'est pas autorisé à pénétrer dans les bâtiments gouvernementaux. 37 professionnels du renseignement ont perdu leur habilitation de sécurité. Toute la cabale que constituait l'équipe interdisciplinaire qui élaborait des plans et des stratégies pour antagoniser la Russie a été dissoute et licenciée. Ils ont lancé une attaque contre George Soros. Vous savez, Trump a déclaré publiquement sur Truth Social que George Soros et Alex Soros, son fils, devraient être arrêtés et poursuivis. Il y a 8 mois, c'était impensable. On ne pouvait même pas mentionner le nom de George Soros sur les chaînes de médias traditionnelles. Il vous coupait immédiatement. Donc, vous savez, les Soros, qui sont encore un cran en dessous dans cette hiérarchie mondialiste, on ne pouvait même pas les mentionner. On ne pouvait pas parler de ce qu'ils font et de leur activisme à travers le monde. Maintenant, Trump les attaque ouvertement, ce qui signifie que tout l'appareil d'État américain les a désormais dans sa ligne de mire. Elon Musk s'est exprimé publiquement sur la nécessité d'arrêter et de poursuivre Alex et George Soros. Et c'est pratiquement une déclaration de guerre contre les élites financières mondiales. C'est ce que Trump a promis à plusieurs reprises de faire. Et il semble maintenant qu'il tienne ses promesses. Alex, avant de conclure, je voudrais revenir à ma première question sur l'Autriche. À votre avis, lorsque vous observez l'Europe, les anciens États austro-hongrois, avec la Serbie, peuvent-ils former une contre-coalition pour résister à la stratégie de guerre perpétuelle de l'OTAN? Oui, je pense qu'ils pourraient le faire, mais ce ne sera pas facile. Donc la Hongrie faisait partie de l'Autriche-Hongrie. La Hongrie a déjà un accord de défense mutuelle avec la Serbie, pratiquement un pacte de défense. La Croatie faisait autrefois partie de l'Empire austro-hongrois, mais la Croatie reste fermement dans le camp mondialiste, tout comme l'Autriche. Ce type d'intégration représente réellement une menace pour le système mondialiste.
Et donc ils feront tout leur possible pour empêcher cela, pour saboter ces relations et essayer de monter ces pays les uns contre les autres dans une guerre ouverte, comme ils l'ont fait à la veille de la Première Guerre mondiale. Les services de renseignement britanniques et leur diplomatie secrète ont encouragé la Serbie, par le biais de leur réseau de renseignement, à provoquer l'Autriche-Hongrie et à les forcer pratiquement à intervenir en Bosnie. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un peu le même scénario que d'utiliser l'Ukraine pour pousser la Russie à intervenir en Ukraine afin de leur imposer une guerre. Donc cela pourrait arriver, mais je pense que cela prendra du temps. Il faudra de la détermination. Et les populations de tous ces pays devront soutenir ces mouvements politiques. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces mouvements politiques ont du mal à exprimer ce genre de vision, de stratégie et de programme, car ils sont immédiatement réduits au silence. Et vous savez, l'assassinat n'est pas non plus exclu. Donc tout dirigeant qui, disons, défend ce type de stratégie et de développement et qui les propose ouvertement à l'électorat, devient une cible potentielle d'assassinat. Nous l'avons vu avec Robert Fico en Slovaquie, nous avons vu des dirigeants en Serbie, comme Zoran Djindjic, il a été assassiné. Et nous verrons. Je pense que cela prendra du temps. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Chaleureuse salutation de Croatie à tous vos téléspectateurs. Et jusqu'à la prochaine fois, tout le monde, nous sommes sur la bonne voie. Il suffit de se réjouir, de rester unis et de continuer d'avancer. Oui, exactement. À bientôt, Alex. Prends soin de toi. À très vite. Au revoir.